Konnichiwa, bonjour à tous. La semaine dernière, donc Julie est arrivée vendredi, et donc bien sûr on a fait un certain nombre de visites touristiques, donc dans cet épisode on va en parler, mais je voulais aussi vous partager, on va dire une réponse à une question que j'ai eue qui est à quoi ressemble le quotidien des Japonais. Alors bien sûr je peux pas aller directement chez les gens, c'est un peu compliqué, mais je vais vous montrer, on va dire 2-3 petites choses qui nous donnent des indications sur les goûts et des choses qu'ils font pour de vrai. En attendant de peut-être faire la semaine prochaine une petite enquête, j'ai dans l'idée d'essayer d'interroger certains de mes professeurs un peu sympas pour avoir justement quelques billes sur vraiment à quoi ressemble leur quotidien. Je vais aussi revenir sur le quiz de la semaine dernière. Là, vous avez été quand même, je crois, super nombreux à trouver la réponse. Donc c'était effectivement le hobby, c'est la ceinture des kimonos. En fait, c'est la ceinture de plein de choses. Moi, au karaté, par exemple, la ceinture qui tient mon kimono de karaté, c'est une hobby aussi. Et oui, Lionel, Obi-Wan Kenobi de Star Wars, il y a bien un lien avec le hobby parce que effectivement George Lucas était fan du Japon et il a voulu que le nom d'un de ses personnages soit effectivement en lien, même si à la base Obi-Wan ça devait s'écrire O-B-1, donc Obi-Wan, c'était un peu un jeu de mots avec cette histoire de ceinture. Voilà, donc pour l'instant, pas de kimono en vue, ni pour moi, ni pour Guigui, ni pour Julie. On se tâte peut-être à faire un petit atelier là-dessus, c'est pas encore sûr. Allez, on regarde. Alors direction Asakusa, qui est actuellement un quartier de Tokyo, mais qui était donc une ville qui était créée au 7e siècle, autour d'une légende de pêcheurs qui aurait trouvé une statue bouddhiste sacrée. Du coup, il y aurait un temple qui a été créé qui s'appelle le Sensoji, qui est venu abriter cette statue, et de fait, ça a donné à la ville un rayonnement qui a été renforcé au 16e siècle avec le premier shogun. Donc c'est l'époque où en fait la capitale se recentre à Tokyo après Kyoto. Et donc il a voulu vraiment faire de Asakusa un centre culturel. Alors comme on le voit ici, sous la grande porte de la Kaminarimon, il y a une grande lanterne qui a été offerte dans les années 60 par l'ancien PDG de Panasonic. Cette lanterne pèse la bagatelle de 700 kg et du coup tous les visiteurs et touristes passent en dessous avant d'entrer dans l'enceinte du temple. Autant que Kyoto, depuis à peu près les années 1400, était déjà la vraie capitale artistique traditionnelle, mais aussi artistique aristocratique et élitiste, autant Tokyo et Asakusa ont représenté une culture populaire. Par exemple, le théâtre qu'on y joue, ce n'est pas le kabuki, c'est le no. Il y a des divertissements, il y a des scènes de plaisir, et puis les estampes qui naissent à Asakusa, donc des estampes qui ne sont pas un support aussi chic que les lacs ou les soies. Depuis 2025, c'est Osaka qui a repris le flambeau de la scène culturelle innovante du Japon, culturelle et populaire, avec une atmosphère qui est quand même plus décontractée et sympa que Tokyo. Alors on ne connaît pas encore parce qu'on y va dans quelques jours, mais j'ai déjà de nombreux échos qui me disent que Osaka ça va être vraiment chouette. Une fois la visite du temple terminée, donc on avait pris une guide qui était fort sympathique, qui nous a indiqué un bon petit resto de udon pour se restaurer. On a aussi trouvé un condiment local qui s'appelle le shichimi. Et comme on le voit, le shichimi, c'est en fait un assortiment, une combinaison de 7 épices différentes qui viennent, selon les goûts de chacun, créer du coup une petite manière d'assaisonner sa soupe miso ou ses pâtes. Et c'est quelque chose qu'on retrouve partout au Japon, au même titre que le sel, le poivre et puis la soy sauce. Il y a toujours un petit flacon de shichimi qui traîne sur les tables et dans les maisons des Japonais. On a terminé la visite guidée le long de la rivière Sumida avec la vue qu'on voit ici. Et la question c'est quelle est l'entreprise dont le siège est logé dans ce bâtiment ? Avec Julie, nous sommes allés faire un atelier de calligraphie. Alors, au Japon et en Asie, une belle calligraphie, c'est en fait lorsqu'on ressent l'énergie de la personne qui écrit au travers de son geste qui va être souple et précis et qui va traduire son émotion sans être gêné par des pensées. Une pensée comme par exemple qui dirait « mets ton pinceau ici à 3 cm du bord » ou « fais un trait plus gros ou plus fin ». En fait, dans la calligraphie asiatique, l'idée c'est vraiment de transmettre son émotion intérieure de façon libre. Et donc, ce qui est mis en valeur, c'est plutôt le changement de l'écriture. On va avoir parfois un trait plus épais, plus fin, et on va voir que son émotion elle évolue. Et ce n'est pas comme en Europe, dans la calligraphie traditionnelle, où on veut faire des lettres qui sont rigoureusement identiques les unes aux autres, en étant vraiment exactes et précis. Alors moi, pour la calligraphie, j'avais choisi parmi ce que proposait la professeure, deux caractères qui veulent dire wabi-sabi. Et le wabi-sabi, c'est admirer la beauté de ce qui ne dure pas, admirer ce qui est naturel et donc simple et imparfait, parce que dans la nature,
tout est beau, mais tout est toujours un peu bancal. L'exemple typique, c'est l'automne avec les feuilles des arbres qui vont changer de couleur, qui vont tomber, ou alors le kintsugi. Quand on casse une tasse au Japon, eh bien si c'est une tasse qu'on aimait bien, on va la réparer en faisant une soudure en or ou en argent. Et donc ça va mettre en valeur le fait que la tasse, elle est plus parfaite, elle est plus neuve, maintenant elle est vieille, mais on l'aime encore plus grâce à son imperfection. Alors pour parler du quotidien des Japonais, eh bien rien de tel que de prendre un peu de hauteur. Alors pour cela, nous sommes repartis à la Tokyo Skytree que j'avais vue il y a quelques semaines, mais je n'étais pas montée en haut de la tour. Et c'est en fait une tour qui est plus haute que la tour Eiffel. Donc elle a 2 plateformes et la deuxième est même à 450 mètres de haut, donc c'est vraiment très haut. Et c'est assez chouette parce que du coup on peut voir Tokyo la nuit, mais aussi il y a des endroits où on peut marcher entre guillemets sur le vide. Allez, allez, courage, courage. Alors, première chose, donc j'en avais déjà parlé, mais c'est vrai qu'au Japon, le four ne fait pas partie de l'électroménager classique. Et d'ailleurs, on le voit puisque à Akihabara, dans la grande boutique qui ressemble à une espèce de darty géant, eh bien les fours, il y a un rayon assez particulier. Et en fait, au Japon, il y a 8 manières de faire la cuisine, mais comme on le voit, eh bien la partie four, donc faire des quiches ou des poulets rôtis, ça n'existe pas. Et pour cause, parce que les fours au Japon, eh bien, c'est minuscule. Autre sujet très japonais, cette fois qui concerne les enfants, c'est le jeu vidéo. Alors on a tous en tête ces enfants qui passent les journées et surtout les nuits à jouer, et c'est une réalité, parce que le Japon, c'est le premier pays au monde où on joue le plus longtemps. Alors c'est assez inquiétant bien sûr, puisque dans l'excès au Japon, ça provoque des situations d'épuisement, ça provoque des situations d'enfermement, les enfants du coup ne vont plus à l'école, ils n'ont plus la capacité physique puisqu'ils sont épuisés. Et c'est même un peu plus ironique que ça, puisqu'il y a même une étude récente de 2024 qui montre que de détenir des consoles ou des jeux vidéo, des smartphones, ça permet d'apporter un certain niveau de bien-être, que ce soit aux enfants ou aux adultes, alors bien sûr dans la modération, à partir de maximum de 3 heures, l'effet de satisfaction ne comptait plus. Alors, dernier sujet du quotidien, cette fois-ci pas pour les humains, mais pour les animaux. Alors s'il y a un chiffre que je voulais partager ici, c'est que en fait, en 2025, le nombre d'enfants de moins de 15 ans était de 13,7 millions au Japon, et le nombre d'animaux, quasiment 16 millions. Donc il y a plus d'animaux de type chien, chat, etc. au Japon que d'enfants. La natalité elle est en baisse, certes, mais en fait les animaux les ont même détrônés. Et on voit ici qu'il y a un nombre de pet cafés assez conséquent, avec des typologies d'animaux très variées. Alors ça va effectivement des chiens, des chats, aux capybaras, qui sont une espèce de ragondins, à de très mignons petits cochons. Mais ça va même un cran plus loin, puisque le Japon c'est le pays de la technologie, on le sait. Alors on trouve bien sûr des peluches en long, en large, en travers, mais on trouve surtout ce petit genre de choses. Oh, mignon. Il se frotte à toi et tout. En fait... Il fait bruit. Des petits bruits, il se frotte. Donc avec un petit pincement de cœur, je me suis aperçue il y a 2 jours que le petit temple là qui est pas loin et que je vais souvent voir avec Velvet lors de la balade avait été déplumé, puisque tous les pruniers ont désormais perdu leurs fleurs. Donc vous savez, la floraison des pruniers s'achève, et d'ici à peu près 1 semaine ou 2, on va avoir quasiment tous les cerisiers en fleurs d'un coup ici à Tokyo. On commence à voir déjà les cerisiers précoces dans quelques endroits, mais là d'ici 2 semaines ça va vraiment être le full bloom. On a hâte, et en même temps pour moi ça signifie le départ, donc puisque on part le 20 mars pour aller arpenter différentes villes du Japon, mais ça veut aussi dire que on se rapproche de la date de retour en France, donc c'est allé très vite. Voilà, à la semaine prochaine. Voilà, donc là c'était tout pour cette semaine. La semaine prochaine, on va avoir encore quelques visites prévues dans d'autres quartiers de Tokyo qu'on n'avait pas encore explorés. Un nouveau petit tour à Kamakura qui devrait se solder aussi par un passage à Yokohama, qui est un peu la ville des ramen. Donc on va aller sans doute voir ça aussi de plus près.